On sait, le 16 septembre, la charte qui crée l'Alliance a été créée dans quel cadre? C'était dans le cadre vraiment d'un contexte d'agression armée planifiée contre un pays de la région que nous voudrions stopper. Et je pense que nous avons pu le faire, sans doute pas seuls, mais je pense que notre action a certainement été décisive pour que les gens comprennent la gravité de ce qui se préparait. Une fois qu'on a mis en place ce pacte militaire, on s'est rendu compte que c'était vraiment insuffisant. Il faut que nous travaillions pour renforcer aussi la dimension du développement économique. Et les ministres ont proposé aussi au chef d'État de mettre en place une confédération pour que cette confédération soit la première phase pour aller vers une fédération. Et dans les semaines à venir, nous attendons un sommet des chefs d'État pour pouvoir matérialiser cette volonté d'aller vers cette nouvelle approche d'une intégration qui soit tournée vers la prise en compte des préoccupations de nos populations, et un mécanisme d'intégration qui est fondé sur la solidarité. Avec la CEDEAO, c'est le problème qu'on a eu. On est dans une organisation où il n'y a pas de solidarité. Cette annonce du prochain sommet des chefs d'État de l'AES qui permettra d'évoluer dans le projet de la création de la Confédération qui aboutira à une fédération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a été faite lors de la rencontre que son Excellence Abdoulaye Diop a tenue, en février 2024, avec le corps diplomatique et consulaire au Mali. Au cours de cette rencontre, le ministre a abordé les développements nationaux et sous-régionaux. Il a rappelé les principes d'action publique au Mali et a discuté de 4 thématiques, dont la caducité de l'accord pour la paix issue du processus d'Alger. Il a souligné les attaques terroristes et l'importance du dialogue national pour trouver des solutions internes. Le retrait du Mali de la CEDEAO a également été évoqué, tout en soulignant l'engagement du Mali envers l'idéal panafricain malgré les divergences. Les échanges ont permis d'informer les diplomates sur les questions nationales et régionales. Selon vous, le projet de création d'une confédération puis d'une fédération a-t-il une chance d'aboutir? En tout cas, les résultats de l'AES sont fort encourageants et confirment encore une fois de plus la force qu'il y a dans la vraie unité et la vraie solidarité. La CEDEAO et la France ont toujours du mal à digérer ce projet et œuvrent certainement pour l'échec de l'AES et pour le retour des 3 États dans l'organisation sous-régionale. La tension actuelle entre le Niger et le Bénin semble s'inscrire dans les actions de déstabilisation et de blocage du développement des pays de l'AES. En tout cas, c'est ce qui ressort des propos du Premier ministre du Nigérien en réponse aux déclarations récentes du président béninois. En conclusion, nous disons que cette attitude du Bénin, plutôt au travers de la plus haute autorité, nous rappelle malheureusement une sorte de volonté d'asphyxier le Niger. Et ça n'a pas démarré aujourd'hui. Notre souhait, c'est d'entendre raison, de prendre les dispositions. Le Niger est prêt à rouvrir sa frontière lorsque nous allons avoir la certitude que notre territoire est en sécurité. C'était ce samedi 11 mai que le Premier ministre du Niger a répondu au discours du président Talon du Bénin, qui a décidé de bloquer l'exportation des produits pétroliers du Niger à travers les eaux du Bénin. Le Premier ministre a abordé 2 points principaux. Tout d'abord, il a évoqué le problème du pipeline transportant le pétrole nigérien vers le Bénin, affirmant que les autorités béninoises avaient violé plusieurs accords bilatéraux en empêchant le flux du pétrole. Ensuite, il a souligné les préoccupations sécuritaires liées à la frontière entre les 2 pays, accusant le Bénin d'abriter des bases de déstabilisation. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger, il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Ce que nous avons dit, que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois, qui lui-même, nous savons, qui n'est pas d'avis avec certaines des positions de leur autorité. Malgré les liens historiques entre les 2 peuples, le Niger a décidé de maintenir sa frontière fermée pour des raisons de sécurité.
Le Premier ministre a également réaffirmé l'importance des relations entre le Niger et la Chine dans le domaine pétrolier, appelant à une résolution rapide du différend. En conclusion, il a exprimé la volonté du Niger de protéger ses intérêts nationaux tout en maintenant des relations pacifiques avec le Bénin. Wilfried Oumbeji, porte-parole du gouvernement béninois, a rejeté en bloc les accusations de l'officiel nigérien en ce qui concerne la présence de bases militaires françaises sur le sol béninois. Il a invité le général Tiani à envoyer des médias indépendants au Bénin pour constater par eux-mêmes l'absence de bases militaires françaises sur le territoire béninois. Une base militaire n'est pas une aiguille dans une botte de foin, a déclaré M. Oumbeji, soulignant ainsi l'importance de telles installations, qui ne peuvent passer inaperçues. Il a également affirmé que le gouvernement béninois était disposé à coopérer et à permettre toute vérification nécessaire pour dissiper les suspicions infondées du Premier ministre nigérien. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement béninois a évoqué la présence de points avancés fortifiés et de petits camps militaires sur le territoire béninois, destinés à sécuriser le pays et à lutter contre le terrorisme. Ces installations, a-t-il précisé, sont distinctes des bases militaires évoquées par le Premier ministre nigérien. Nous en réalisons et nous en avons aujourd'hui une bonne vingtaine, et il y en a d'autres qui sont prévus pour être réalisés, a ajouté M. Oumbeji. Ces points avancés sont situés notamment dans les communes frontalières, conformément aux mesures prises par le gouvernement pour renforcer la sécurité aux frontières du pays. Le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Contrairement à la version des autorités béninoises, le Nord Bénin abrite bien une base secrète française. Des témoignages clés recueillis sur place récemment, mais aussi des reportages de la presse française elle-même renforcent la thèse d'une présence française dans la partie septentrionale du Bénin. Le Bénin, qui n'a jamais été en guerre, cherche à se défendre. L'autoritaire président Patrice Talon compte notamment sur l'aide de la France. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage. Macron ne s'est pas fait longtemps prier. La France, en perte de vitesse, se cherche de nouveaux amis en Afrique. À plusieurs reprises, le Bénin a été évoqué comme base de repli pour une partie des forces françaises de l'opération Barkhane, expulsées du Mali en août 2022. Paris a fourni des véhicules blindés au Bénin et a envoyé des instructeurs à Kandji, au nord du pays. De mystérieux instructeurs auxquels nous avons décidé de rendre une petite visite. Il faut avaler 600 km de bitume pour rejoindre le nord du pays. C'est l'axe principal du pays et c'est d'ailleurs par là que les militaires français de l'opération Barkhane ont été évacués. C'est aussi sur cette route que transite l'uranium que l'entreprise française Orano extrait au Niger. Après un long voyage, nous arrivons à Kandji. Un journaliste togolais, Shalom, nous y attend. Je suis venu faire le tour, essayer de me familiariser avec la population, prendre quelques contacts pour voir la situation qui est sur le terrain avec la présence des forces militaires étrangères, notamment les Français. On voit des militaires un peu partout dans la ville de Kandji et bon, il faut dire dans la Lébori, il faut dire comme ça en général. On voit là une base militaire française là qui est là. Puis ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandji. Ils ont les cargos qui atterrissent sur la piste, tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour de la formation ou c'est pour de l'action? J'ai du mal à comprendre. C'est pour la formation et l'action aussi. On le voit bien, des troupes françaises sont bien stationnées à Kandji, non loin de la frontière avec le Niger. Ce constat, qui crève les yeux, ne saurait donc surprendre personne aujourd'hui, surtout quand on sait que Patrice Talon a très tôt affiché son animosité envers le Niger, allant jusqu'à préconiser une intervention armée contre notre pays. Nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier, que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont réunis aujourd'hui, c'est notre objectif. Mais Talon nous cache un autre objectif, servir de cheval de Troie à la France pour attaquer le Niger. Car avec ses énormes richesses, notre pays suscite beaucoup de convoitises. Le Niger a fait aussi des envieux comme Talon qui digèrent très mal que le Niger ravisse la vedette à son pays, un temps présenté comme ayant le taux de croissance le plus élevé d'Afrique de l'Ouest. Mais n'en déplaise à Talon, le Niger affichera dès 2024-2025 le taux de croissance le plus élevé de toute l'Afrique.
Et comme le dit l'adage, la jalousie existe chez les gens qui n'arrivent pas à accepter la réussite, le succès et le bonheur des autres. Et si quelqu'un essaie lâchement de vous rabaisser, c'est que vous avez beaucoup de valeur. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, comme l'a précisé Morgan Metondji, consultant en géopolitique, que ce soit pour le Bénin ou surtout pour le Niger, il serait utile que les autorités des deux pays trouvent un terrain d'entente. Puisqu'on parle de 90 000 barils par jour prévus pour l'exportation, ce qui représenterait 4,2 millions de dollars américains par jour selon plusieurs économistes. Ça va faire beaucoup d'investissements et ça va faire une grosse perte pour le Niger et pour le partenaire chinois qui ne va pas laisser les choses se passer ainsi. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus le Niger qui perd. Mais d'un côté aussi, le Bénin perd quelque chose, mais pas autant que le Niger en matière pécuniaire. Mais en matière de géopolitique et de géostratégie, qui se fâche aujourd'hui avec le Niger se fâche avec le Burkina Faso et le Mali. Donc sur cet aspect, le Bénin aussi a intérêt à revoir un peu la façon dont les choses sont en train de se passer. Et la solution serait de s'asseoir autour d'une table et de négocier. C'est bien triste et dommage. Personnellement, je trouve que le président Talon n'a pas agi sagement dans cette affaire. Il a lui-même dit qu'il y avait un accord et son pays y a librement consenti. Je me demande quel rapport entre le pipeline et la fermeture des frontières. D'autant plus que l'accord sur le projet inclut une autre partie. La décision du Bénin impacte aussi la Chine. Comprenez-vous la décision de Talon? Vos avis en commentaire. Espérons une issue favorable de cette affaire et souhaitons un plein succès au projet de la Fédération des États de l'Alliance du Sahel. À bientôt.